Allez, on se pose tranquillement. Hop là. Bonjour tout le monde, nouvelle scène. Regardez-moi ça. C'est incroyable ou pas? Ça marche. Caméra de face. Incroyable. Pourquoi une caméra de face? Parce que, si j'arrive à vous le montrer, vous allez voir, j'ai aussi mis en place une caméra un peu plus libre, qui est là. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien. Oui, alors j'ai changé le, comment dire, le setup hier soir. Vous allez voir, parce que j'ai installé l'écran et que ça m'a tout fait bouger. J'essaie de vous le filmer là, attendez. Hop, 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 hop. Incroyable, ça marche. Je vous montre ça dans 2 secondes. Bonjour. J'ai reçu l'écran LG et je l'ai installé hier, voilà. Voyez-moi le bébé. C'est incroyable ou pas? Voilà. Bonjour. Donc là, il y a toujours mon vieil écran 24 pouces. Et là, j'ai installé l'écran et donc la caméra, pour l'instant, elle est en face. Il y a toujours la fenêtre avec la poignée qui est mal gaulée, mais voilà le délire. Hop. Je rebranche ça à l'arrache. Voilà. On le mettra mieux tout à l'heure. Mais voilà le délire. Alors déjà, merci Swooshme pour le sub de niveau 1. J'ai même pas commencé à streamer que Swooshme avait déjà lâché un sub. Merci beaucoup. On est à 356 abonnés. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on va tenir le partner plus, c'est fou. Bonjour Exmodus, bonjour Jimmy Yao, bonjour Djouti, bonjour Lord Jibus, bonjour ZilFR, bonjour Kitsuak, bonjour Cookies, bonjour Anata TV, bonjour Corato, bonjour Mel de Bretagne, bonjour Pexitron, bonjour O Bourissou, salut Axel Rock, salut Lozarefus. Non, c'est moi qui ramène les microbes d'Inby. Salut Hughes, bonjour Astelord, bonjour Marie-Cécile. Rebonjour Duty, j'ai pas dit bonjour. Salut Mister Bose. Bonjour Rachid. Hop. Salut Percival. Comment qui est dans ton titre RS ne fonctionne pas? Je crois qu'elle n'a jamais fonctionné, disait l'FR. Ah ouais, bah faut que je la mette à jour, je vais le faire tout de suite. Wisebot, si je n'abuse. Je vais la faire. J'habite à Paris, Rachid, oui, tout à fait. Salut Biostorm. Merci beaucoup à toi, Human Bast, pour ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Bonjour GrimFR. Salut Bervald. Bonjour FX Nailo. Voilà. En fait, la caméra a bougé, je l'ai mise au milieu de mon bureau parce que, je vous dis, de toute façon, je n'arrivais pas, avec l'écran LG que je teste là et mon écran de base que j'avais depuis toujours, j'arrivais pas à mettre une config. Il aurait fallu que je mette peut-être la caméra au-dessus, un peu comme les caméras de streamers qui sont au-dessus des gens, j'aime pas trop. Je vais peut-être le faire pour recentrer un écran à voir. Voilà. Alors, déjà, je vais faire exactement ce que vous m'avez dit de faire, vous avez raison. Voilà, je vais rajouter une commande qui s'appelle RS. Dire un texte. Créer ma commande. La commande c'est RS. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux. Blue Sky, YouTube et Threads. lam.ua parce que je vais pas réussir à récupérer lam.ua sur Instagram. Est-ce que ça marche? Ah, c'est l'air bon, non? J'ai pas de Telegram, non. J'ai fait de la chorale hier soir et j'aurais pas dû chanter, j'ai chanté un peu quand même. C'est leur petit croc. Ça marche.
Le paquet, on a parlé d'Xbox hier. Alors, autre point aussi, autre petit challenge. Je vous remonte avec ma caméra espion. J'essaye, parce que je voulais vous montrer tout à l'heure, du coup, je voulais vous montrer eh bien, du jeu vidéo. Donc j'étais en train d'installer très lentement, parce que je sais pas pourquoi le net est aussi lent sur cette machine. Ah bah non, il y a des erreurs, super, ça s'est carrément arrêté. J'installe Sea of Thieves sur la Légion Go. Le truc, c'est que je n'arrive pas à envoyer proprement une image de la Légion Go dans OBS. Voilà. Parce que vous allez le voir. Ah bah non, on peut pas le voir. Vous n'allez pas le voir, mais si, je vous montre un peu la gueule de l'image, quoi. J'ai un vrai problème avec l'image, puisque je vous rappelle, c'est là où on voit que le Légion Go est en fait une tablette Android, un écran de tablette Android en portrait qui a été tourné à 80 degrés. C'est que lorsque vous voulez des fois mettre l'image en externe, bah des fois ça m'envoie une image absolument dégueulasse. Donc je vais réinitialiser la transformation. J'ai plutôt une image comme ça en fait avec la Légion Go qui est envoyée. Donc c'est vrai, c'est une vieille image en mode portrait, en mode distordu. Et je sais pas pourquoi ça a marché l'autre fois et là ça ne marche pas. Donc je vais essayer évidemment. Que serait un stream sans ces problèmes techniques? Je vais essayer de le résoudre d'ici 14h, parce que vers 14h, on va se rejoindre avec Lydia et peut-être DazMB pour jouer à Sea of Thieves. Je vais en profiter pour vous montrer la Légion Go et jouer avec. Et on espère que ça va marcher. On espère que ça va marcher. Ça y est, j'ai des détails d'erreur. J'ai pas pu me connecter au service. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus me connecter au service. J'adore. Voilà. Sinon, le nouvel écran LG, il est, j'ai pas encore eu le temps de bien le tester, mais il est assez incredible. Il est vraiment assez incroyable. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, tac. Salut mon Kibogard. Non, pas de petits couteaux mignons parce qu'aujourd'hui c'est tech et jeux vidéo. Les petits couteaux mignons sera peut-être plutôt vendredi. Alors déjà je vais faire le petit post. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à refaire ce setup. Et j'espère que il va se fixer un petit peu. Et je vous avoue que je n'ai pas réussi à... J'ai pas réussi à faire marcher la Légion Go ce matin. Évidemment ça marchait la dernière fois que je vous ai montré la Légion Go. Évidemment, ça ne marche pas maintenant. C'est bizarre, il faut que je me réhabitue à regarder droit devant le temps pour vous regarder dans les yeux. Très très bizarre, mais bon, on va y arriver. Hop, ça c'est fait. C'est quand on teste la lance qu'elle fonctionne plus. Bah oui. Bah oui. Est-ce qu'il y a un nouveau point sur les vaisseaux de Elite Basket? On pourra en parler des nouveaux vaisseaux de Elite, même si je pense que ça intéresse 2 personnes. On n'avait pas eu le temps de parler évidemment de Pokémon, donc on va commencer aujourd'hui par Guerlain. Et ensuite Pokémon, voilà. Installez-vous tranquillement. Alors le premier point, c'est, vous le savez, Guerlain a sorti il y a quelques semaines une crème dite quantique. Voilà, j'ai pas trop réagi dessus parce que c'était évidemment du gros bullshit. Vous savez que la pseudo-science est un argument aujourd'hui marketing très très puissant dans le milieu de la cosmétique. Putain, j'ai pas arrivé à installer le jeu, c'est incroyable. Et il y a le youtubeur G1000g, eh bien, qui avait dénoncé cela et qui avait point par point été voir le site, voir comment ils avaient fait des tests ou pas des tests, etc. Et puis évidemment, G1000g avait répondu point par point pour montrer que comment dire, je vais vous montrer sa vidéo, qu'évidemment cette crème quantique, j'ai envie de dire, on enfonce des portes ouvertes, mais bien sûr,
que cette crème quantique était évidemment du bullshitox marketingo-technologique, etc. Donc en soi, il n'y avait pas de... En soi, il n'y avait pas de... Il y a pas de... J'ai envie de dire, il n'y a pas d'embrouille sur le fait que c'est une embrouille, évidemment. Hein, voilà. Bonjour tout le monde. Donc Jay Milgram avait fait une vidéo plutôt bien, comment dire, bien documentée sur l'arnaque, et ça fait d'ailleurs beaucoup de vues. Et Guerlain lui a répondu. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. Guerlain lui a répondu. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà pour prouver sa démarche, c'est que Guerlain ne peut pas l'attaquer en procès. Guerlain dit juste, on n'est pas trop d'accord, c'est pas très juste un peu sur ce que vous avez fait sur nous, blablabla. Du coup, on aimerait quand même rétablir certaines vérités. Oh, la cam elle a bougé. Qu'est-ce qu'elle a, la cam? Ah oui, la cam elle est pas bien. La cam elle est pas bien. Je suis gouré de cam, désolé. Hop, c'est là que je vais remettre une bonne cam, évidemment. 2 secondes. Attention, vous allez me voir apparaître en grand. Non, c'est pas celle-là, évidemment. Et bon, pendant que je fais évidemment mes ajustements en live, du coup, Jay Milgram a décidé d'en remettre une deuxième couche. En disant, ah ouais, vous voulez un peu rétablir la vérité? Bon, bah, on va mener encore plus l'enquête. Et il a interrogé des scientifiques. Il a été fouillé encore plus le site internet, la source des papiers, etc. Et évidemment, c'est encore plus de la baisse que d'habitude, ce qui est très drôle. Ce qui est vraiment très drôle. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo, où en plus il a traqué un peu la communication de Guerlain et comment la communication de Guerlain a bougé ces dernières semaines, parce que vous imaginez bien que il y a eu à la fois un bad buzz autour de leurs produits de merde, et en plus il y a eu un effet stressant. Donc je vous rappelle, hein, on n'en parle pas jusqu'au moment où tu essaies un peu de noyer le poisson et que des gens en parlent d'autant plus. Et là, c'est encore plus la merde. Donc que ce soit les... j'ai beaucoup aimé ce moment-là, le système de test qu'ils ont fait sur une auto-évaluation de 33 femmes avec une application avec le Guasha en Chine, qui est évidemment un système d'auto-évaluation de merde. Bon, il a été chopé tout le wording modifié du site, il a été revoir tous les spots de pub, il a été évidemment interrogé de scientifiques, et c'est très drôle. Vous voyez ça? C'est comme ça que mon ex-belle-mère soignait mes frères. Dès qu'ils avaient un rhume ou de la fièvre, elle arrivait avec une pièce de monnaie. Elle leur grattait le dos jusqu'à qu'il y ait des points de sang qui apparaissent sur le dos pour évacuer la fièvre. Elle leur grattait le dos avec une pièce de monnaie comme ça, à l'ancienne. Le guasha bien sûr. Voilà, ça, les gens, vous rigolez, c'était la réalité de mes frangins quand ils étaient petits. Hein. C'était en mode, ne te fais pas, enfin, mes 2 frangins ils me racontaient quand on était petits qu'il y en a un qui tombait malade, c'est en mode, ne le dis pas à maman. Ne dis pas à maman que je suis malade, parce qu'elle va me gratter la gueule et je suis mort, quoi. Bon bref. Petit fact. La vidéo est très drôle. Ça dure 30 minutes, c'est comme un épisode de sitcom. Et ça met vraiment très bien. C'est vraiment très drôle. Là où je fais pas de whataboutisme, puisque Guerlain appartient, je vous rappelle, au groupe LVMH, c'est que si on va sur le site, pas que de Guerlain, mais d'autres marques, on peut aller sur qu'est-ce qu'il y a comme marque haut de gamme chez LVMH? Il y a Lancôme et autres, quoi. Le groupe, voilà, les maisons. En fait, si on va se balader dans les différentes marques de LVMH et aussi chez les concurrents, le discours, comment dire, le discours pseudo-scientifique, il est là depuis très longtemps. Hein. On se rappelle de l'écorce de Sphène qui permettait de mieux absorber les règles. On se rappelle des perles
des perles bioniques pour raviver la pulpe de vos lèvres, etc. Bon bref. Si on va avoir plein de marques, qu'est-ce qu'on a ici C'était la Bastille McCartney, donc Guerlain évidemment, Givenchy Parfum, Loveux, Kenzo Makeup KVD, Maison Francis. Ah, mais je pensais qu'il y en avait d'autres. Il n'y a pas Lancôme normalement chez LVMH? Vous me faites douter. Là, fais une recherche thérapeute quantique pareil, tu vas pleurer, dit Lord Gibus. Non, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal d'y penser. Juste là, Givenchy, Dior. Ok, j'étais persuadé qu'il y avait Lancôme. Ah non, c'est L'Oréal Lancôme. Ouais. Est-ce que chez L'Oréal, on a aussi des crèmes de soins. Bref, c'est un cancer généralisé dans le... Allez, au hasard, soins anti-âge. Voilà. C'est un cancer. La pseudo-science, c'est toujours vraiment un grand moment de... Voilà. « 300 peptides de l'acide hyaluronique de la niacinamide, évidemment. Et on peut retrouver tout ce type de langage avec des tests scientifiques, des recherches innovantes, des breakthroughs, des papiers qui ont plus ou moins, qui sont censés avoir été signés et publiés, des recherches qui ont fini dans des congrès. Et c'est marrant parce que le discours de la beauté, qui pendant longtemps était un discours de la beauté, est devenu un discours scientifique. Enfin, du coup, pseudo-scientifique. C'est vraiment... C'est intéressant. Son écran Ecolux rechargeable, j'adore. Et ces dernières années, lorsque vous regardez... si vous regardez le wording utilisé par les marques de beauté, on dirait vraiment de la tech. La tech qui n'est pas la dernière sur le bullshit talk technologique. Hein. Et ben souvent maintenant quand vous regardez le discours autour du soin et de la beauté, c'est un discours qui est très très tech. On pourrait faire un jeu à boire biotechnologie. Hein. Je pense qu'on pourrait faire un jeu à boire sur toutes les marques et on boit dès qu'il y a marqué biotechnologie. Donc là, c'est le moment où il interroge plein de scientifiques qui sont tous unanimes pour dire c'est vraiment de l'énorme merde. Et je t'apprends rien, mais c'est bon de le dire aussi des fois. Que fait Guerlain du coup? Désolé, j'ai la tête dans le... Que fait désormais Guerlain pour avoir rewardé leurs produits? Parce que eux, c'était quoi leur produit? C'était un truc à base d'orchidées, non? Honey Treatment, orchidée impériale. Orchid Totum. Non mais je vous jure, vraiment, j'adore. On dirait vraiment Samsung qui nous vend un téléphone. Mais ça ne met plus du tout et nulle part le terme quantique. Hein. Je pense qu'ils ont compris que c'est... Ils ont compris que ça ne marchait plus le terme quantique et qu'il fallait l'interdire maintenant. Oui, le prix vient en fait de l'orchidée rare et donc très cher. L'orchidée ça coûte très cher, il n'y a pas de souci. Hein. Ils auraient juste pu dire l'orchidée ça coûte très cher. Donc on va vous claquer 1300 balles le flacon. T'étais pas obligé de parler de physique quantique, puisque c'est ce dont on parlait quand même à un moment. Extrémoléculaire Orchid Totum, la technologie anti-âge Guerlain la plus avancée. Le rituel impérial, évidemment. Bon, c'est très drôle. Je vous remets le lien vers cette vidéo, qui est une des meilleures vidéos de debunk, je pense.
et qui non seulement débunk, mais en plus a fait le suivi sur toute la modification de la campagne de Garlin. Et il y a même des insiders de chez LVMH qui balancent en disant, alors, pareil, d'une certaine manière, si on était juste, on devrait prendre pour argent comptant aussi qui est ce Jimmy Graham, qui n'est peut-être pas un scientifique non plus, ce n'est qu'un youtubeur ou une youtubeuse, enfin vu sa voix c'est un youtubeur, donc peut-être que ce qu'il dit ce n'est peut-être pas non plus certifié, mais il rapporte des propos de gens qui bossent dans la cosmétique. Il dit bah moi j'étais chercheuse et bah dans la recherche il n'y a littéralement pas d'argent, donc à un moment pour payer mon loyer j'ai rejoint la cosmétique et aujourd'hui bah je suis payé à surtout faire des trucs un peu bidons et à les enrober avec un décryptage et une terminologie pseudo-scientifique quoi. Et c'est la déprime, c'est la dépression, que je paye mon loyer maintenant, mais voilà quoi. Là c'est moins drôle. Désolé, je parle un petit peu moins aujourd'hui parce que j'ai la gorge en feu encore. La révolution quantique pour la peau, c'est incroyable. Cardalf qui dit les claims de la cosmétique ne sont absolument pas soumises aux mêmes règles que la pharmacie. Seul Far West et le consommateur est dupé. Alors déjà, Cardalf, que même dans le milieu pharmaceutique qui est plus régulé, il y a de la baise. On va pas se mentir, il y a de la baise déjà de base. Mais là, oui, quand tu fais la pseudo-science, je découvre aussi on découvre dans cette vidéo le business et le marché de la pseudo-publication scientifique aussi. Pour faire croire à des gens que tu as des recherches qui ont été étayées et publiées et reprises, etc. Tu peux jouer sur le fait que tu as des papiers, je sais plus ce que c'est le terme utilisé, mais tu as un terme qui dit que quand ton papier n'est pas digne d'être publié, il y a un nom quoi. Donc en fait il n'est pas vraiment publié, mais il est sorti. Et c'est ce qu'a utilisé Garlin pour les papiers de recherche. Ils ont participé aussi à des congrès qui sont des congrès complètement bidons, qui fait que juste si tu payes ta place au congrès, tu as participé au congrès. En vrai, donc voilà, tu fais ok, c'est super. Incroyable. Merci Wisebot. Merci Wisebot. La fatigue, la nuit. Merci PemPem313 pour ton 3e mois d'abonnement. 3e mois, 313, c'est parfait. C'est cohérent. CRM et d'autres dans le chat qui disent il y a aussi le point de l'homéopathie et voilà, et Gémoni qui parle des huiles essentielles. Alors c'est marrant parce que moi l'homéopathie, ma mère a été acupunctrice homéopathe et ça a longtemps été une discussion chez nous genre est-ce que l'homéopathie ça marche vraiment, voilà. Et moi j'avais décrété assez vite que l'homéopathie c'était clairement un placebo, mais le truc qui sauve l'homéopathie, en théorie, attendez, j'ai pas fini mon raisonnement. Le truc qui sauve l'homéopathie en théorie, c'est que le placebo est évidemment un vrai moyen de guérison. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Votre état d'esprit peut à la fois engendrer des maladies et à la fois engendrer du bien-être. Mais que, évidemment, la baisse de l'homéopathie, c'est pas tant que ça te joue sur l'effet placebo, qui est un effet avéré, c'est évidemment le prix de l'homéopathie. Je me rappelle sur les... Boiron, lors du procès autour du laboratoire Boiron, ils avaient montré, je sais plus pourquoi, pour quel document, ils avaient montré la répartition du personnel. Et j'avais un truc qui était tellement drôle. Attendez. C'était genre, il y avait genre 20 chercheurs et chercheuses et 180 commerciaux et marketo quoi. C'était ça un peu, ouais. Ça c'est drôle. Merci William Krantz aussi pour ton sub. Merci beaucoup à toi. C'est assez drôle de voir qu'effectivement la répartition des 2700 employés se faisait dans ce sens-là, quoi. Voilà, c'était assez drôle. Et Boiron eux-mêmes l'avaient dit, hein, je sais plus pourquoi, c'était un de leurs arguments de procès pour dire voilà, c'est des sentiments, des machins, on a une telle répartition d'employés, et puis bon bah bref, tu vois bien le truc. Donc que ce soit évidemment le prix de la graine de sucre ou le prix de la goutte de jute de fleurs
ou aussi le prix de la cartouche d'encre. On nous vend surtout souvent des discours marketing, évidemment là-dessus. Il n'y a rien de nouveau. C'était juste drôle de voir que, je ne sais pas pourquoi, chez Boiron, chez Guerlain, ça trigger. Parce que vraiment, même quand je vais au Monoprix pour acheter un shampoing, à chaque fois je vois des shampoings au dos des bouteilles de shampoing. Et à la fin, je suis une victime parce que j'achète le discours qui m'a le plus convaincu sur la santé de mes cheveux ou de ma tronche. C'est évidemment du full bullshitox aussi. 60 millions de consommateurs avaient fait des tests de stick à lèvres. Avec des sticks à lèvres qui s'étalaient de 10 à 200 balles. Et le stick à lèvres le plus efficace, c'était le stick à lèvres Monoprix gamme de base, quoi. Donc, c'était drôle. Tout à fait, Gardaf. Il y a un effet c'est beau sur les cosmétiques aussi. « 110 balles, presque une bonne affaire, hein, par rapport à l'orchidée impériale. C'était celui-là, l'orchidée impériale ? Orchidée impériale black, c'est laquelle le plus cher ? Et franchement, par contre, le visuel, c'est beau. Hein. Ils se sont mis très très bien sur le visuel, hein, c'est la classe. Ça, sur le packaging, le graphisme, c'est tout ça, c'est beau. Hein. Ça me dit pas le... Ah, 2900 balles la cure. Là, on commence à parler. Avec le petit applicateur gua sha là pour vous saigner la peau là. Incroyable ça. Non, c'est un Ridoku Aimu Roller. Donc on est sur 60 ml et un diffuseur. Bon, on est pas mal au litre là. Hein. On est quand même pas mal. Damstein qui dit le business des verres de lunettes, est-ce qu'on en parle ? Ah bah ça. L'imagerie, c'est un business très rentable aussi. Mais je pense que l'imagerie, c'est peut-être un peu moins bullshit que le fait que tu puisses raviver l'ADN des cellules de ta peau à l'échelle quantico-nano. Peut-être que t'as une fleur qui te pousse dans la main. Mesuré par un dermatologue et perçu par les femmes. C'est-à-dire quoi, mesuré par un dermatologue et perçu par les femmes ? Homogénéité 66%, éclat x2 avec les petits. Il faut aller sur les petits 1 et les petits 2 évidemment, c'est ça qui est intéressant. Évaluation clinique par un dermatologue, 31 femmes, 2 fois par jour avec applicateur pendant 4 semaines consécutives. Chine. Auto-évaluation par scorage, 30 femmes. Ouais, super. 2 fois par jour avec applicateur. Test d'auto-évaluation, 104 femmes chinoises, 2 fois par jour. Ouais. Des tests scientifiques, hein, bien sûr. La technologie Black Immune. Oh là là, j'adore. Je kiffe un peu, moi. On m'aurait dit que ça coûtait 29 balles. J'aurais dit, ah, vous savez, Fibre Tigre, il disait souvent, moi, dans le jeu vidéo, vous êtes tous déblasés dans les trailers du jeu vidéo parce qu'on vous ment. Mais moi, je demande aux jeux vidéo de me mentir. Voilà, donc Fibre Tigre, il me dit, je m'en fous, en fait, il y a du downgrade derrière, si c'est buggé. Mentez-moi, j'ai envie de vivre du rêve le temps d'un trailer, le temps d'une soirée, le temps d'une keynote. Voilà, mentez-moi, j'assume. Voilà, moi aussi. Si ça valait 29 balles et pas 2900 balles, je suis là genre oui, mentez-moi, dites-moi que vous avez extrait un miel trouvé que sur des cimes d'arbres à plus de 200 mètres sur la cordillère des Andes, dont les abeilles elles-mêmes arrivent à modifier l'âge de leur ADN et renverser le vieillissement. Let's go, vas-y. Stéphane G7 qui dit, je veux savoir, les femmes qui achètent ça, c'est pas tous des idiotes quand même, non. Non, mais il y a aussi un grand... Là, on est aussi dans une... comment dire ? On est dans le statut social, vous savez, et c'est pour ça que je veux surtout pas qu'on tombe dans le tour de misogynie, genre les femmes sont faibles par rapport aux soins. On pourrait encore une fois détricoter toute la société et raconter les injonctions physiques que les femmes subissent par rapport aux hommes. Bref, mais l'effet de statut social est très très fort. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un soin à 2900 €, dites-vous bien que le soin
le diffuseur, vous n'allez pas juste le garder chez vous. Vous allez le mettre dans votre sac à main. vous allez le montrer. De la même manière qu'à un moment, vous vous dites, mais quel blaireau vient d'acheter une montre à 30 000 balles qui ne donne que l'heure. Évidemment, encore une fois, l'intérêt, c'est pas de vous dire, je serai mieux organisé avec ma montre. L'utilitaire n'existe plus, en fait, à ce niveau-là. On est dans le placebo social. On est, si je possède un objet d'un certain statut social ou qui appartient à une certaine classe sociale, moi-même, en fait, d'une certaine manière, ça va m'emmener vers cette classe sociale. Donc voilà. Que vous achetiez cette merde en bouteille, que vous achetiez un SUV, puis on va parler des SUV après, histoire de parler de tous les sujets qui font plaisir, que vous achetiez une montre de luxe, ou même que vous achetiez une souris RGB, en fait, hein, c'est plus soft, mais c'est le cas, que vous préfériez presque inconsciemment acheter un sweatshirt avec une marque que le même sweatshirt sans marque, c'est parce qu'encore une fois, on ne parle plus de produit, on est loin du produit, on est vraiment dans le psychologique et le social. Et ici, la cure de Garlin, on est dans ce discours, encore une fois, avec de pseudo-science. Et donc, la pseudo-science, ça sert à se mentir soi-même. Je vous rappelle que votre cerveau vous ment, que votre cerveau trouvera toujours une manière pour vous de justifier vos choix et de vous donner l'impression que vous avez fait un choix de libre arbitre, et alors que vous êtes globalement déterminé par beaucoup de choses, et le social, évidemment, va beaucoup vous déterminer. Donc les personnes qui achètent ce genre de soins sont évidemment des Yankees richissimes ou des Yankees ou des hommes ou des femmes. Et d'ailleurs, plus on arrive très haut dans le luxe et plus on a de plus en plus d'hommes qui utilisent ce genre de produits de luxe parce qu'eux aussi ils courent après le physique, parce que le physique et la bonne santé, c'est un statut social évidemment. Donc là où plus on descend dans l'échelle sociale en termes économiques et plus le soin et la beauté sont genrés, plus on monte dans le soin social et plus je peux vous dire, des mecs qui se font refaire les paupières, qui se font tirer la peau, qui se font retirer le gras du bide, qui tous les jours mettent des soins dans tous les sens, etc. etc. Ces hommes-là sont évidemment beaucoup plus nombreux. Donc on n'est pas en train de se dire mais est-ce que ces personnes pensent vraiment qu'elles vont rajeunir avec ce coffret. Comme le dit Fibre, encore une fois, je sais un peu que vous me mentez, j'ai juste besoin de rêver un peu. Ça me fait plaisir de rêver un peu. Et si au passage, je peux me la péter en soirée parce que je vais sortir de manière un peu faussement naïve, un parfum très chic, ou je vais sortir mon appareil photo Leica, c'est un petit bonus. Lord Gibus, là, il y a un vrai mauvais buzz. Hein. Là, il y a un vrai mauvais buzz pour Garlin parce que vraiment, même la presse nationale s'en est emparée et tout. C'est un vrai mauvais buzz. La direction commerciale et de la communication de Garlin a dû sortir de son terrier. Ils ont dû modifier des campagnes de pub. Ils ont dû changer un site. C'est pas... Garlin, je pense qu'assez durablement, ils vont être associés au mot arnaque par pur SEO, par exemple. Hein. Que non, je pense que c'est pas bien. Le Bel Machina, je crois que tu te rends pas compte à quel point les signes de richesse entre ultra riches existent aussi. De la même manière que je vous dis souvent que la seule constante c'est l'évolution, la seule constante sociale c'est de viser toujours plus haut que les autres. Donc oui, tu vas avoir des gens qui vont vivre dans des HLM et qui vont s'acheter s'endetter pour s'acheter une Mercedes, ou des gens qui vivent chez leurs parents à Miami et pourtant ils vont s'acheter une Ferrari. Littéralement, il y a un vrai problème là-bas chez les jeunes hommes qui préfèrent acheter une voiture de sport que de s'acheter un chez eux. Et en haut de l'échelle, tu vas avoir des gens qui vont faire la course pour être le premier dans l'espace, ou pour avoir un yacht 10 mètres plus long que celui de l'autre, ou pour être vu avec la starlette ou la star la plus en vue. Donc encore une fois, la course à la quéquette sociale, elle ne s'atténue pas lorsqu'on est ultra riche. On pourra toujours te dire, mais il y a des ultra riches qui s'en foutent de tout ça, ils sont partis autre part, ils ont pensé à autre chose. Regarde Bill Gates, il vit avec un pull vert et un pantalon en tweed marron, et voilà. Oui, Bill Gates il a décidé de sauver le monde. Et puis il y a aussi des pauvres qui s'en foutent de la course sociale. Donc Global Machina, la course sociale, c'est voilà. Global Machina, je parle de gens plus discrets. T'as plein de marqueurs de société aujourd'hui,
même discret. Les clubs, je me rappelle, mon premier beau-père était donc un nouveau riche. Il était commandant de bord pour France. C'était France? Non, c'était pas Air France. C'était quoi la petite sorte de j'allais dire France Inter. Il y a le Air France des vols intérieurs à l'époque qui a été absorbé par Air France. Bon, bref, il était commandant de bord, donc il gagnait très très bien sa vie. Air Inter, j'allais dire France Inter. Air Inter, merci beaucoup. Et donc, il s'était acheté une maison sur mesure dans une petite banlieue cossue, enfin la banlieue de riche par rapport à la banlieue là où je vivais avec mon père. Il s'était acheté une décapotable Saab, voilà. Et en fait, son kiff à lui, c'était d'intégrer des clubs. Donc lui, il allait à un truc qui s'appelait le Savour Club, qui était intégré à un club un peu fermé de dégustation de vin. Voilà. Et puis il me dit, mon rêve un jour, c'est d'intégrer une loge de francs-maçons. Voilà. Et une fois, j'ai rencontré quelqu'un, un homme, qui était d'ailleurs, je pense à la manière de parler, où il était fou, c'était un charlatan, qui se vantait d'être franc-maçon depuis des années, et qui me disait que chez les francs-maçons, il y avait une hiérarchie, et il y avait des carrés VIP chez les francs-maçons, quoi. Il y a des clubs privés de golf et de tennis. Il y a des clubs, c'est pas une histoire d'argent, qui te fera rentrer dans un club privé de golf ou de tennis dans certaines banlieues cossues de Paris, par exemple. C'est la cooptation. Donc, quand l'argent peut tout acheter, mais pas le prestige social, tu passes à d'autres choses. Et ça, c'est des choses qui sont très très discrètes. C'est pas forcément, encore une fois, venir et faire des donuts en Ferrari sur le parking du supermarché, du Carrefour, là où tu allais faire tes courses avant de gagner au loto. Il y a beaucoup de richesse qui est discrète, mais il y a quand même une pression sociale, souvent, là-dessus. Et puis on revient à la France qui globalement a une culture de ne pas montrer sa richesse. Et donc une forme de richesse, c'est justement cette richesse BCBG et traditionnelle française, contrairement au reste du monde, parce qu'évidemment si tu compares avec l'Asie, si tu compares avec l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l'Afrique, la Russie, ce sont des territoires et des régions où la richesse est très 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 voyante, très vue et très bien vue, là où en France c'est très mal vu. Donc en France, c'est le fameux petit bouton de manchette raffiné, c'est le petit truc Lacoste, c'est un poinçon sur ta chaussure en cuir, c'est vivre un peu caché, etc. Mais c'est pas pour ça qu'entre riches, il n'y a pas de concours de caquettes. Est-ce triste ou humain, dit Lone Soul 16. C'est justement les deux en même temps. J'ai vu une vidéo sur les faux marqueurs sociaux des ultra-riches. Pourquoi Bill Gates porte une montre à $20? C'est de la com, dit l'affaire. Oui, Lacoste, c'est banlieue. Non, Lacoste était très très bourgeois traditionnel. Ça a été justement récupéré par la banlieue. Das pourrait très bien vous en parler avec d'autres marques américaines qui étaient des marqueurs de bourgeoisie traditionnelle blanche et qui ont été récupérés par les rappeurs noirs à l'époque. Donc, était une forme pour eux de réussite et d'embourgeoisement, et aussi une forme de hacking de la mode qui les avait rejetés. Bon, bref. On pourra en parler longtemps avec Das, c'est très intéressant. Mais vous inquiétez pas que. Voilà. Je suis dans une famille du CAC, j'ai un oncle qui coupe sa soupe à l'eau au delà de plusieurs jours, alors qu'il peut s'acheter un fabricant de soupe. Il ne faut pas juste se baser sur du travail, voyant dans les médias Diplômé Makina. Je suis sûr qu'il y a des exceptions à toutes les règles, Diplômé Makina. Et d'ailleurs, il existe évidemment beaucoup de gens qui sont très riches et très radins. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui, à chaque fois, je me suis toujours dit. Pensez à une pote qui s'appelle G, dont les parents sont très très riches et ultra radins. Et plus ils sont riches et plus ils sont radins, ils sont paniqués par l'argent. Bref. Tu peux être des gros rats, Plobel Machina, et c'est pas antinomique. Et après, tu peux évidemment trouver des exceptions à la règle, mais pour les ultra riches, il y a énormément de marqueurs aussi d'appartenance, que ce soit en termes d'exclusivité, de pouvoir, de clubs toujours plus privés les uns que les autres, etc., etc. Et ça existe aussi. C'est parce qu'ils sont radins qu'ils sont riches, dit Sibine. Et ben malheureusement, c'est l'inverse. C'est depuis qu'ils sont devenus riches qu'ils sont devenus radins. C'est vachement triste. Alors, hop, on va enchaîner avec notre autre discussion et on va parler, pas forcément des riches, on va évidemment parler de nos chouchous maintenant, qui aussi ont toujours très très bonne presse. Les SUV.
Je fais 150 km par jour pour le travail. Le seul véhicule de l'époque permettant de faire de la route sans mourir au carburant, c'était ma Model S. Ce genre de discours crée des problèmes de jalousie et manipule les esprits faibles. Quel discours, Thanos? Alors. C'est pas fait, j'ai pas vu. Je le garde en tête, on en parlera vendredi. Alors. Comment va Patrick? Patrick, il est pas riche en fait, Patrick. Patrick, il est au-delà de ça. Patrick, il est Patrick. Voilà, c'est tout. Patrick, c'est Patrick. Maintenant, parlons des voitures de Patrick, les SUV. Je vous rappelle que ce dimanche, il y a eu un vote pour savoir s'il fallait surtaxer les SUV à Paris. Certains SUV d'ailleurs à Paris, puisque les personnes résidant, enfin les Parisiens et Parisiennes et les professionnels sont pour l'instant protégés de cette augmentation de tarifs de stationnement. Mais vous le savez, globalement Paris, mais pas que Paris, beaucoup de villes font la chasse aux SUV, puisque on est dans un monde où les villes sont toujours plus saturées, il y a toujours plus de pollution, etc. Et un monde où le véhicule le plus à la mode, le type de véhicule le plus à la mode, c'est un véhicule qui est plus grand, plus haut, plus lourd et plus consommateur évidemment. Donc on connaît maintenant le débat sur les SUV. On sait aussi qu'une immense majorité des gens qui achètent des SUV n'ont pas besoin des capacités des SUV à être surélevées ou à une certaine capacité de franchissement par exemple. Même si certains SUV n'ont aucune capacité de franchissement, on va pas se mentir. Et donc dimanche, c'était le nouveau vote pour les Parisiens et les Parisiennes. J'ai complètement oublié d'aller voter. La dernière fois, c'était faut-il interdire les trottinettes en free floating dans Paris? Et comme à Lyon, la ville de Paris avait dit oui, il faut interdire les trottinettes en free floating. Et là, désormais, on va augmenter le tarif des stationnements des SUV. Moi, je dis oui. Alors vous voyez, le taux de vote a été très faible. Alors les gens pourront en rigoler, mais je vous parle quand même d'un taux de vote on ne parle pas d'élection présidentielle. 6% des Parisiens qui étaient éligibles au vote ont été votés sur ce vote spécifique du SUV, ce que je trouve pas mal. C'est moins que pour les trottinettes. Je crois que les trottinettes, c'était 7 ou 8% des Parisiens avaient été votés, ce qui était beaucoup. Je vous rappelle, ce sont des votes qui ne sont pas du tout pour des élections. C'est vraiment des sortes de référendums light sur des questions très spécifiques. Donc je suis toujours cool de me dire il y a 80 000 personnes qui ont été votées pour ça. Et 55% des personnes se sont exprimées en faveur de cette augmentation des tarifs. On va passer à 18 € la journée, je crois, dès le 1er septembre. Désolé. C'est tellement inutile comme vote, dit CRM. Je pense pas que ce soit inutile comme vote. Je pense que les SUV qui n'ont aucune justification d'autre que d'avoir une plus grosse voiture, et là encore une fois, on parle de plus de social que du produit lui-même, dans des villes aussi saturées que Paris, je pense que ça n'a pas trop sa place. Il y a une carte qui montre des votes par arrondissement. Ok. Je sais pas où est la carte. Alors. Désolé, aujourd'hui je suis un petit peu moins. Je suis peut-être un petit peu moins loquace que d'habitude, mais je vous avoue qu'avec ma voix et mon état, c'est pas ouf. Alors. Ah. Voilà, le 10e représente 76%. C'est mon arrondissement qui a le plus voté pour la taxation des SUV. Voilà. Incroyable. Alors pour les gens qui veulent remettre en question évidemment ce sondage, par exemple Basket et les gens qui ont des voitures de sport par exemple. Je vous rappelle que c'est quelque chose qui va discuter. Il y a certaines villes qui en discutent. Il y a une taxation déjà sur certaines voitures d'ultra sport. L'idée c'est que qui a voté le moins pour? Le 16e. C'est là où il y a le plus de vieux bourges. Donc ils ont tous des SUV quoi. Et d'ailleurs, vous m'y ferez penser, mais début mars, il y a un point intéressant, il y a aussi l'élection de la voiture de l'année
euh, féminine. Donc c'est un panel de plusieurs journalistes féminines qui ont voté pour la voiture de l'année. Et c'est un point intéressant parce que les SUV sont évidemment une voiture qui est plus populaire qu'on l'aurait imaginé auprès des femmes. Voilà. C'est pas qu'une voiture d'hommes qui ont envie de sentir le vent de l'aventure lorsqu'ils vont acheter du pain à Paris. Donc, pourquoi ne pas parler des voitures de sport? Je pense que les SUV, il y a un problème évidemment d'encombrement par rapport à une voiture normale. Il y a un problème, quoi qu'il arrive, de pollution, etc. Et puis il y a aussi un problème de danger, hein, parce que je pense que vous avez assez écouté Ken, assez écouté les études là-dessus. Se prendre un SUV à 30 km/h, c'est pas comme se prendre une voiture normale à 30 km/h en termes de masse, comme en termes de hauteur de choc, puisque souvent un SUV va avoir une hauteur de capot et de calandre beaucoup plus haute qu'avant. Et si vous êtes un adulte, vous ferez plus faucher au niveau du tibia, enfin du genou ou de la cuisse, mais vous risquez de vous faire faucher au niveau de la hanche. C'est pour ça qu'il a été prouvé que lorsqu'un SUV est impliqué dans un accident, la gravité est souvent plus grave que pour une voiture normale. Alors que, une Ferrari, ça vous fauche au niveau du talon tellement que c'est bas. Vous avez même pas mal quand vous faites écraser par un ultra riche en Ferrari. Par contre, un moyen riche en SUV. Et puis il y a l'autre petit point, c'est qu'évidemment, on a montré aussi que des enfants, je ne vais pas vous montrer des vidéos, mais vous pouvez taper des vidéos, c'est assez terrifiant. Des vidéos des SUV écrasent des enfants ou renversent des enfants, pas très vite. C'est juste qu'en fait, des enfants sont tellement pas aussi grands que le capot du SUV que les gens ne les voient littéralement pas. Voilà. Donc en fait, ils éclatent doucement des enfants en ville parce que le gamin, il est sorti pour courir après son ballon ou que sais-je encore, ou il a traversé trop vite. Mais au lieu de ralentir et de freiner et de tamponner le gamin, en fait tu ne ralentis pas parce que tu ne le vois littéralement pas. Je vous épargne les vidéos dans ce stream, mais je vous invite évidemment à aller les voir. Je me fais trigger par mon cadrage. Je vous invite évidemment à aller les voir si vous voulez vous mettre bien. Voilà. Alors, je remonte dans le... 2 secondes. Évidemment, c'était un peu vite dans les discussions. Et je voyais quelqu'un qui avait un argument qui est l'argument que mon père a, parce que mon père est un boomer avec un SUV. Voilà. Et qui préfère le SUV. Et je vois Tivas dans le chat qui dit: ma femme est petite donc elle a un SUV. En fait, je suis globalement contre Shifty. Je veux bien que tu me remettes ton message présent parce que je ne le trouve pas. C'est un argument que je trouve pas vraiment recevable, Tivas. Pourquoi? Parce que si tu achètes un SUV parce que tu es petit ou petite, ma meuf fait 1m55 et ma mère fait 1m49. Voilà. Donc tu dis, je suis petit ou petite, donc je vais acheter une voiture plus haute, perchée pour mieux voir. Et si tout le monde achète des voitures plus haut perchées, tu verras pas mieux en fait. Donc l'idée de dire je vais mettre un peu plus haut que les gens pour mieux voir la route, parce que sinon je la vois pas bien, si tout le monde se met à avoir des voitures un peu plus hautes, ce qui est le cas actuellement, voilà. Sachant aussi que beaucoup de SUV sont problématiques. Moi, mon frangin avait un SUV avant, il m'a prêté un SUV, il avait un BMW X1. Et il m'a prêté sa voiture il y a 3 ans pour faire un road trip. On devait aller voir la famille de ma compagne dans le sud de la France. On a rejoint des potes ensuite. On a fait tout un tour sud-sud-ouest par Limoges. On a fait une grande boucle à travers la France. Donc voilà. Donc une voiture, évidemment, s'imposait, était naturelle à ce moment-là. Moi, ma meuf a été trop à l'aise. Elle me dit, c'est débile. Je suis là, la voiture, le capot de la voiture, donc ma meuf est habituée à conduire des berlines et des compacts normales. Elle me dit, mais en fait, j'arrive pas à comprendre la route avec la hauteur du capot par rapport à la route. J'ai l'impression que je vois pas, quand on roule en ville, si je suis aligné, le trottoir, elle n'arrive pas à voir la voiture dans l'œil, quoi. Elle disait, cette voiture, c'est débilement gros, et c'est une BMW X1, donc c'est pas un gros SUV, quoi. Et elle était pas à l'aise. Donc on avait beau surélever le siège, tout ce qu'on pouvait, etc. Bon, bref. À un moment, si tu veux mieux voir la route, ou mieux voir par rapport aux autres voitures, si tout le monde se met à acheter des voitures toujours un peu plus grosses, voilà, on va pas s'en sortir.
Alors, on peut se surélever sur les sièges, je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est ce que je conseille. Mais après, il y a un truc qui est important, c'est qu'effectivement, pour les personnes qui sont petites, rehausser votre siège peut aussi augmenter la distance avec, avec les pédales. Donc j'ai connu des gens, et c'est là où on voit que les voitures sont pas faites pour toutes les personnes, des personnes de très petite taille qui avaient une vraie galère à trouver un système qui permettait d'augmenter le siège tout en le rapprochant, en essayant de toucher les pédales, et qui galéraient de ouf. Salut les Ewoks. Euh, mais le SUV n'est pas un remède à ça. Voilà. Donc moi, pareil, mon père, il me dit, depuis que j'ai un SUV, pareil, je vois mieux la route, dans un embouteillage, je me sens pas noyé dans les voitures et tout. Je fais, mais papa, si tout le monde pense comme toi, en fait, on va tous avoir des voitures toujours plus grosses. Voilà. Mr. Chaps qui dit, ça semble plus logique d'avoir un capot plus court et plus incliné. Tout à fait. Et vive les monospaces. Voilà. En début d'année, j'étais passé une semaine à Marseille. J'ai loué un Renault Scénic sur Getaround. Et les monospaces sont surélevés, mais avec des capots très courts et très plongeants. Donc oui, t'es un peu surélevé, le toit est un peu plus haut, la position de conduite est agréable, mais au moins tu vois devant toi, par exemple, c'est plus aérodynamique. Si tu renverses quelqu'un, elle va pas se faire éclater la hanche. Tu peux voir un enfant qui traverse la rue. Bref, j'ai quand même l'impression que genre un SUV dans le genre, enfin un monospace, dans le genre véhicule un peu surélevé, ça fait plus de sens. Mais plus personne ne veut acheter de monospace, puisque même Renault a dû transformer son Renault Espace en fucking SUV. Voyez-moi ça. Le joyau, le Michael Jordan des monospaces, le OG des monospaces, et bah c'est devenu un putain de SUV quoi. Donc bon. Parce que les gens n'en veulent plus. Les gens n'en veulent plus. Le Monde a sorti une vidéo qui explique pourquoi on voit autant de SUV, pourquoi c'est pas forcément une bonne chose. Ok. Il doit avoir absolument aussi cette vidéo dont le LOL parle, 1975. Je l'ai en réserve. Parce que ça fait des mois que je veux vous la montrer, mais je l'ai, elle est là. Il y avait ces deux articles là. Évidemment, les voitures américaines deviennent littéralement trop grosses pour les places de parking. Enfin, ça, j'en ai longtemps parlé. Hein. Et évidemment, cette vidéo, ces putains de SUV qui nous tuent littéralement. Ça, c'est la traduction en français. J'aime bien que ce soit pas traduit en français. Je veux bien le. Qui est une vidéo qui a beaucoup tourné aussi. Vous voyez, 5 millions de vues il y a 10 mois. Voilà. Donc, oui, je suis au courant de ces trucs-là. Lolila, c'est des très bons liens. La nouvelle scénique qui a été en SUV aussi. Je crois, Longhost, que Renault avait promis que ils allaient revenir à un SUV. Ils avaient promis un SUV, quoi. Donc, un monospace. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Thanos, industrie. Je sais pas d'où vient ton argument. Bon, bref. Est-ce que les monospaces seront affectés par cette décision des N115 ? Alors, c'était justement un des arguments. C'était un des arguments des critiques de ce sondage de Anne Hidalgo, qui disait le sondage de Anne Hidalgo et cette votation ouverte aux Parisiens et aux Parisiennes sur la taxation des SUV non riverains et non professionnels. Elle est pas juste parce que la notion même de SUV elle est floue. Qu'est-ce que c'est qu'un SUV ? Donc c'était un des arguments. Mettre le Scénic E-Tech dit Longhost. Oui non mais je parle, c'est pas la Scénic qui est la prochaine Scénic qui est la prochaine Renault Espace. Non c'est Renault a dit qu'il préparait un retour peut-être des monospaces. Ou alors je me trompe complètement. Mais aujourd'hui, dès que tu veux une voiture plus grosse, t'achètes ni un monospace ni un break, comme dit les Ewoks, t'achètes un SUV. Je suis tellement triste de cette voiture. Qu'est-ce qui a été beau le Renault Espace précédent, mais pourquoi ils ont fait ça, Renault ? On s'en fout du reste.
Salut Time Backpacker. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu dans le chat. Bon, on s'en fout. Depuis longtemps, hein, je vous rappelle que là, ce n'est que un vote parmi. Ce n'est que un vote parmi. Où est-ce qu'il était mon vote? J'ai perdu mon vote. Votation SUV, voilà. Ce n'est qu'un vote parmi d'autres mesures, je vous rappelle, des grandes villes pour repousser globalement les voitures des villes, hein, enfin des villes anciennes. À plus tard, Excel Rock. Parce que vous savez que Londres a été parmi les premières villes à taxer lourdement les voitures dans le centre-ville de Londres. Que Madrid, Berlin, Paris se bougent juste parce que de toute façon, enfin, les voitures dans les grandes villes actuellement, ça te fait de moins en moins de sens. Et les voitures beaucoup plus grosses qu'avant, hein, puisqu'il y a plein d'études qui montrent encore une fois que la taille et le poids des voitures a explosé ces dernières années. Ça ne fait absolument aucun sens, il n'y a aucun usage qui peut justifier le fait que la taille et le poids des voitures augmentent drastiquement. C'est-à-dire que je vous avais montré l'idée que les pick-up américains, le pick-up américain moyen est plus gros qu'un char de la Deuxième Guerre mondiale. C'était genre... D'où venait cet article? Voilà. Je vous l'avais montré, bah ouais, je vous l'avais montré à une époque. Mais je ne peux pas comprendre l'intérêt de faire des voitures aujourd'hui surtout. En plus aujourd'hui, plus grosses, plus lourdes qu'auparavant. Il n'y a vraiment rien. Je veux dire, la taille des familles n'augmente pas en moyenne, même elle baisse. Les trajets quotidiens par rapport à avant baissent. D'ailleurs, les trajets, ça ne change rien au fait qu'il faut des véhicules plus lourds et plus gros. Et voilà. On peut aussi, il y a plein de photos qui comparent les anciens pick-up de l'époque aux pick-up actuellement. Les anciens pick-up, on a l'impression que c'est des jouets par rapport aux pick-up actuels qui ont des tailles complètement débiles. Complètement débiles. Comme vos vélos à 10 000 € qui n'ont aucun sens, chacun son délire, des Spybird. Je pense qu'on n'est pas du tout dans la même discussion, Spybird. Entre un vélo de sport et de performance et une voiture énorme en fait. Je vois pas le... Si les vélos faisaient 3 fois la taille des vélos d'avant et qu'ils faisaient 2 fois le poids, je sais pas, qu'ils étaient beaucoup plus épais, je sais pas, peut-être qu'il y aura une discussion sur les vélos, mais je crois pas qu'on soit dans la même discussion. Je me demande si d'autres villes vont faire le vote. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui vivent dans d'autres grandes villes où le SUV est évidemment un sujet brûlant? De la même manière que la ville de Lyon avait inauguré le vote sur les trottinettes et la ville de Paris avait suivi. Est-ce qu'il y a d'autres villes en France où vous êtes au courant de certains référendums, certaines votations? Alors, Bordeaux va peut-être le faire. À Nice, le vote m'étonnerait fortement. Ouais, je pense pas qu'à Nice ce soit l'endroit où on va voter pour ou contre. Lyon, je sais pas si Lyon va le faire. Ah, Duty nous dit oui, à Lyon, ils font déjà la guerre au SUV, les tarifs de stationnement sont déjà pas les mêmes. Donc Lyon est souvent en avance sur ces questions. Hein. En France, je sais pas, mais à Madrid, c'est en train d'être tranché, notamment à cause de la place que ça prend dans nos vieilles villes européennes et grands tours. Oui, là, je vous rappelle que, au-delà de la discussion du SUV en général, on parle du SUV non riverain dans des grandes villes comme Paris. Hein, donc c'est un vote, c'est pas un vote au niveau de la France. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'un SUV dans leur vie et dans d'autres conditions de vie, mais là, on parle de SUV dans Paris. Voilà. Toulouse sans discussion, dit Skilou. Très bien. Ah, merci Jyoti pour le lien, je vais regarder ça. Alors.
À Bruxelles, ils en parlent depuis 1 an. Diplômé Makina, très bien. Alors, continuez de s'abonner au Figaro, bien sûr. C'est fait pour emmerder les banlieusards par les Parisiens. Les gens qui bossent sur Paris, qui ont 3-4 enfants, bah, ils sont dans la merde. Dit Eastwood X. Encore une fois, je vois... Enfin, Eastwood X, je ne vois pas pourquoi un SUV aurait plus de capacité qu'une berline familiale en termes de chargement de gens, parce que c'est pas le cas. Mais après, la seule excuse que j'aurais, c'est que les constructeurs vendent de moins en moins de breaks et on a de moins en moins le choix pour des voitures break ou des monospaces par rapport à des SUV. Mais bon, l'œuf ou la poule. C'est pas fait pour emmerder les banlieusards. Eastwood, je pense que c'est plus fait pour améliorer Paris. Et je pense que si le vote a été plus radical, on aurait mis évidemment ce stationnement plus cher pour tout le monde. Mais en général, lorsque vous êtes à Paris, déjà dans votre quartier, vous avez un stationnement spécialisé. Et puis j'imagine que c'est une première vague de vote. Et de toute façon, je vous le dis, hein, c'est pas une histoire de Anne Hidalgo pas, c'est que la plupart des maires des grandes villes d'Europe, pour ne parler que des grandes villes d'Europe, on va dire, de toute façon, les grandes villes d'Europe sont en train d'essayer de repousser les voitures, de limiter les voitures, parce que on a bien compris que ça ne marchait pas et que ça posait plein de problèmes. Donc ce vote pour augmenter la tarification de stationnement des SUV non professionnels, non riverains, ce n'est qu'une première vague, évidemment, par rapport à d'autres vagues qui poussent à rendre les villes moins centrées autour des voitures. Prendre une amende, ça coûte moins cher. Ah non, gaz, ça va coûter beaucoup plus cher de prendre une amende. Le futur Volkswagen ID7 sera un break dit GUT. Ah ouais? Volkswagen ID7. SA7. Ah oui, c'est vrai. T'es pas très belle d'ailleurs, mais bon, au moins ça ressemble à un break. Bah, il y a aussi les Ioniq, la Ioniq pas 5, mais les Ioniq 6, qui a un retour au break aussi un petit peu. Mais j'ai l'impression que les gens veulent pas de ça. Ils veulent plus de ce genre de voiture. L'arrivée des SUV date d'avant des véhicules électriques. On pourrait se battre. La théorie, c'est quel véhicule a existé avant ou quel véhicule a explosé avant l'autre. Mais parce qu'avant les SUV, il y avait les Cross. C'est quoi le premier véhicule un peu SUV? C'était une sorte de Honda. Quelqu'un peut me donner le nom de ce véhicule qui m'avait un peu marqué à l'époque? C'était une sorte de Honda qui s'appelait pas forcément SUV, mais qui était crossover. Il y avait un nom, non, c'était Qashqai, c'est Nissan. Non, c'était Honda qui a fait une première voiture dont l'arrêt était un peu carré. Honda CR-V, je sais pas. Avec Kidby qui dit ça trigger pas mal dans le chat. Ouais, c'est un sujet qui a toujours autant sur Garlin on est à peu près tous et toutes raccord, autant quand on parle de voiture, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas Nissan Juke, c'est le HR-V peut-être. Ah, c'est Valkynis qui l'a, je crois. C'est le Honda HR-V. Je crois que dans ma tête, c'est le premier véhicule un peu hybride qui m'est un peu marqué. Mais le tout premier, il était comment le Honda HR-V? Il était carré un peu. Attends, je suis en mode image. Putain, je suis fatigué. Ah, c'était ça là. Oh là là, regardez-moi cette voiture à l'époque. Quelle date le Honda HR-V? 99. Considéré comme un des précurseurs des SUV. Ah bah voilà, je l'avais. Ses concurrents sont les Toyota RAV4 et le Land Rover Freelander. Bah vous voyez, mon père, il a un Toyota RAV4, mon père. Enfin, pas ça, mais un plus vieux Toyota RAV4.
La première fois que j'avais vu surtout le Honda HR-V, le 3 portes, c'est là que je m'étais posé des questions. Je me suis dit, mais ils vendent un véhicule tout-terrain 3 portes, c'est quoi ça faisait bizarre. Si on peut le trouver, Honda HR-V. Bon, alors il y a celui-là, le 3 portes là. La première fois que j'avais vu ce véhicule, j'étais là genre, mais c'est quoi ce truc? C'est un petit véhicule 3 portes tout-terrain. Ça m'avait vachement... J'étais hyper en mode... Il y a le Jimny aussi, d'Ivezy Walk. Ah non, mais il y en avait quelques-uns, mais je crois que pour moi, c'était lui, c'était un des premiers. Et puis évidemment, le Toyota RAV4. Toyota RAV4, quelle date le Toyota RAV4? 94, donc ouais, 2 ans plus tôt encore Toyota RAV4. Pareil, Toyota RAV4, un des premiers véhicules qui m'avait un peu marqué en mode, mais ça faisait très... oh là là. Il a cette tronche de Toyota RAV4 à l'époque. Mais c'était des véhicules qui faisaient très niche. Matra Simca, ah ouais, Matra Simca, j'étais fan. Le Rancho, là, j'adorais le Rancho, moi. Pardon, Matra Simca, le Rancho, j'adorais. J'adorais. Rose Mitsubishi 3 portes. L'idée c'est que de toute façon des 4x4 compacts, il y en a eu plein. Regardez, moi j'étais fan du Suzuki de XOR. Comment il s'appelait Suzuki de XOR? Voilà, moi quand j'étais petit, je rêvais d'avoir la voiture de XOR qui était une petite Jeep Suzuki. Mais c'était quand même plus des voitures de niche. C'était des sortes de dérivés de Jeep miniaturisés. L'idée c'est qu'avec le RAV4 et le HR-V, je pense que le RAV4 a quand même beaucoup plus marché que le HR-V. On était dans ces véhicules un peu étranges. C'était vraiment vu de manière... C'était un peu des ovnis. D'avoir des micro-véhicules de loisirs, on va dire. Ils appelaient ça, je sais plus comment ils appelaient ça, des véhicules de loisirs. Et qui sont devenus les SUV. Mais c'était clairement pas des modèles qui étaient en train de remplacer les voitures les plus vendues de l'époque. Parce que dans les années 90-2000, autant vous dire que c'était en pleine bourre des monospaces pour les voitures familiales. Des breaks, etc. Et que c'était pas ces voitures-là qui dominaient le marché comme aujourd'hui ça domine le marché. Moi, ce qui m'a étonné, c'est à quel moment les SUV se sont mis à dominer le marché aussi outrageusement que depuis maintenant. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans que les SUV dominent le marché, quoi. C'est juste un peu ouf. Donc, oui, il existait des véhicules auparavant, quelques-uns. Le premier SUV dominant, c'était le Qashqai. Ouais, c'était Nissan, non? Nissan Qashqai, Nissan Juke. Je me rappelle une fois d'un de mes meilleurs potes qui m'a dit la voiture qui fait fantasmer, c'est le Nissan Juke. Le premier du nom, hein, à l'époque. Et je l'avais vu, je lui ai dit, mais Jean-Jean, c'est le surnom de mon pote. Je lui ai dit, mais il est trop laid ce truc. 2010. Et lui, mon pote, il fantasmait sur cette voiture. Et je lui dis, mais gars, mais c'est trop laid comme voiture. Il fait, non, ça a l'air rigolo, ça a l'air un peu sportif, un peu tout terrain, un peu machin et tout. Et je lui dis, mais c'est quoi l'intérêt Et lui, il aimait bien Nissan Juke. Comme quoi, 2010. Je déteste pas. Spybird de Calmos, là, en fait, je pense que t'es en train de te tromper dans ta colère. Donc, on n'est pas en train de parler de pur design, on est en train de parler de pertinence d'un format de véhicule dans nos villes. Je pense que ça va être difficile de venir chercher la pertinence du vélo actuellement par rapport à la pertinence d'un SUV dans les villes. Donc on peut ne pas être d'accord, mais juste Calmos.
Et un vélo à 10 000 euros, il faudrait plutôt parler d'une Ferrari pour comparer un vélo à 10 000 euros avec ce type de véhicule qu'un SUV. Parce que ce qui est intéressant et un peu dramatique aussi, c'est que les SUV sont des véhicules aujourd'hui qui couvrent toutes les catégories de prix. On peut trouver des SUV Dacia à pas cher. Et évidemment, on peut trouver des SUV Land Rover ou des SUV Ferrari, puisque même Ferrari a craqué, ils sont passés au Puro Sangue. Donc voilà. Donc je pense que tu confonds tes débats. C'est pas bien. Bref, passons à autre chose. Je me demande si ça va aller évidemment plus loin dans ces votations à Paris, dans d'autres villes européennes aussi, si on va généraliser à d'autres types de véhicules, parce que je vous rappelle aussi que désormais il y a des véhicules qui sont considérés comme trop polluants. Justement, mon beau-père, il a vendu parce qu'il avait une Renault Safrane diesel de 2002, je crois, un truc dans le genre, qui allait risquer d'être interdit de circulation dans Paris. Pour avoir conduit la voiture dans Paris, évidemment, c'est un cauchemar de conduire ce genre de voiture dans Paris. Et on va continuer là-dessus. Je me demande quels seront les prochains votes. Je ne sais pas s'il y a un programme qui a été annoncé par la mairie de Paris ou par d'autres mairies sur les votes. J'imagine que les voitures d'ultrasport, mais je crois qu'il va y avoir des taxes de plus en plus fortes, ne serait-ce qu'à l'achat des voitures d'ultrasport. Donc je pense qu'elles sont un peu dans le viseur aussi. L'idée, c'est que bon, c'est peut-être un avantage des riches, mais il y a beaucoup moins de voitures d'ultrasport que de SUV dans les grandes villes. Et c'est des problèmes, on va dire, à l'échelle des véhicules, c'est des problèmes un peu différents. Attention, pour Ferrari, c'est pas un SUV. Si, Tony 97 One, bien sûr que si, que c'est complètement un SUV. Même Ferrari, il a annoncé que ce serait un SUV. Les gens, c'est un SUV. Voilà. Tout premier modèle 4 portes, 4 places. Un peu surélevé, mais voilà, c'est pas... ça va. Ça va. Même si Ferrari, dans la communauté Ferrari, il y a beaucoup de gens qui ont hurlé en mode c'est une hérésie, et en même temps, ils vont en vendre comme jaja. Ils vont en vendre comme jaja de ces voitures, quoi. Parce qu'on sait très bien que c'est pas du tout les puristes de Ferrari qui vont acheter les Puro Sangue, mais c'est la nouvelle clientèle de Ferrari, et je pense que ça, aux États-Unis, ils vont en vendre des tonnes. De la même manière que Lamborghini a très bien vendu son SUV. Hein. Le Lamborghini, c'est le Urus, qui est une sorte de tank monstrueux. Voilà. Voiture de sport dans un tank monstrueux que jamais tu vas aller le rouler sur le sable avec. Évidemment qu'il y a un marché. Il y a un énorme marché. Oh, qu'est-ce que c'est là, putain. Comme les Panamera. Ouais, tout à fait. Et Porsche, tous les puristes de Porsche ont hurlé sur Porsche lorsque Porsche a annoncé qu'ils allaient faire des SUV. Et Porsche, ils ont cartonné les ventes. Ils ont complètement cartonné les ventes. Porsche avec leur SUV. Est-ce que ça se vend encore, le Panamera ? Non, mais c'est le... Je vais vous montrer parce que je l'ai mis de côté pour les news, mais c'est le Macan qui va devenir électrique. Où est-ce que je l'ai mis de côté, celui-là ? Et ça va cartonner les ventes. Je déteste, mais bon. Est-ce qu'il est mon petit Porsche Macan ? Voilà. Ça, c'est le Porsche Macan qui va devenir électrique. Voilà, c'est leur SUV. Et ça, ils vont en vendre des... Enfin, à l'échelle de Porsche, évidemment. Le Macan électrique, ils vont en vendre des palettes. Ils vont en vendre des palettes de cette voiture. Voilà, on dirait une Taycan surélevée. Bon, j'aime bien la couleur, on va pas se mentir. Mais par rapport à une Taycan, c'est évidemment très très laid. Voilà, c'est pas très gracieux, c'est très haut. Ça sera évidemment moins aérodynamique, moins tout ce que vous voulez. Mais ça, ils vont en vendre. Je pense qu'ils vont en vendre plus que les Taycan, ça. Je pense qu'ils vont en vendre plus que les Taycan. En vrai. La Taycan, c'est de la berline électrique. Et donc le Macan, ce sera le SUV électrique de Porsche. Absolute Payoff qui dit un concessionnaire m'avait expliqué que le premier argument de l'achat d'un SUV de ses clients, c'était la sécurité. Grosse voiture égale protégée. Il peut rien m'arriver si j'éclate l'autre plus haut que lui.
comprends tout à fait l'argument, absolument pas ouf. C'est un argument qui est pété. C'est le genre de faux bon argument qui évidemment se fait démonter en 2 secondes lorsque tu prends du recul, puisque c'est toujours pareil. Si tu te sens plus en sécurité dans un SUV, bah si tout le monde se met dans des SUV, plus personne en sécurité, t'as juste augmenté le niveau d'égalité de tout le monde d'1 mètre de hauteur, mais voilà, ça n'a aucun sens. Par contre, effectivement, je pense que tu sens moins le gamin que t'as éclaté avec ton SUV, donc tu te sens peut-être plus en sécurité que dans une berline où vraiment ce serait pénible de voir un gamin écrasé contre ton pare-brise. Là au moins il passera sous la voiture. Voilà. Je sais un peu que t'adhères pas, mais c'est une bonne information, bien sûr. Non, mais c'est justement c'est une information que je trouve intéressante parce que c'est le même argument que la compagne de Tivac ou le même argument que mon père, c'est que tu parles d'un confort ou d'un argument personnel, alors que en fait c'est un argument qui ne tient pas, puisque c'est un argument qui ne tiendrait que si t'étais toi seul par rapport aux autres. C'est évidemment un argument qui ne tient pas. Mais c'est un argument intéressant parce que c'est un argument qui revient assez logiquement. Et moi, c'est tous les arguments que mon père me tient lorsque je me dispute avec lui parce qu'il m'explique que son Toyota RAV4, il est très bien. Alors que, évidemment, il n'a pas besoin de Toyota RAV4. SUV contre SUV, il y a moins de dégâts humains tout de même, non, dit ce mec matinal. Alors, il y a un truc, il ne faut pas se tromper. Un SUV n'est pas un véhicule plus renforcé qu'une berline. Hein. Donc, si tu envoies 2 SUV l'un contre l'autre, ils ne seront pas plus renforcés qu'une berline. Par contre, la masse des SUV sera plus grande, puisque à taille égale, à capacité égale de chargement de coffre ou de chargement de passagers, un SUV est plus lourd qu'une berline. Voilà. Donc si 2 SUV se rendent dedans en frontal, la masse est plus grande, mais le SUV lui-même, il n'est pas renforcé, c'est pas un véhicule renforcé. C'est pas des véhicules de sport, les SUV. C'est pas, même s'ils sont surélevés, ils ont aucune, c'est pas des véhicules avec des débattements de roues, des trucs de franchement vénère. Ouais, ils vont juste s'envoyer dans la gueule, plus lourd, voilà, globalement. Donc non, ce mec matinal, c'est comme si tu disais, du coup, si 2 tanks se rentrent dedans et peut rien leur arriver, en fait, si, il peut leur arriver des choses. Parce que t'envoies une masse égale à la tienne, quoi qu'il arrive. Vraiment, il faut pas oublier que les SUV sont vraiment des berlines surélevées, quoi. C'est pas des voitures comme des Jeep ou des Land Rover qui sont vraiment des véhicules tout-terrain conçus comme des véhicules tout-terrain. Les SUV sont conçus vraiment comme des berlines surélevées. Ils n'apportent quasiment rien par rapport à une berline en termes de capacité, en fait. C'est juste une berline plus haute. Mais la conception d'un SUV, c'est pas la conception d'un véhicule tout-terrain, un véhicule de sport. C'est la conception d'un véhicule familial, un véhicule de tous les jours, juste plus haut et plus gros. Il n'y a pas d'autre chose, quoi. Voilà. Et Kibi qui j'aime bien la SUV pour la garde au sol et la hauteur de siège, je suis plus grand et c'est plus pratique pour s'installer. Ouais. Achète un monospace. Est-ce que c'est urbain un SUV ? Malheureusement, c'est censé être tout sauf urbain, quoi. Et oui, il y a plusieurs gens dans le chat qui remontent cette idée que psychologiquement, on peut se sentir plus en sécurité et donc faire plus de conneries. Et on en avait longuement parlé, notamment avec le port du casque de vélo, effectivement. Tout à fait. Différence de visiteur entre un tank et des gros véhicules. Link l'animalito. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ? Merde, 2 secondes. Voilà, la fameuse vision avec les véhicules, les SUV modernes. Alors là, heureusement que ce sont des SUV qui ne sont pas importés, voire importables en France. Mais lorsque vous voyez maintenant la tête des pick-up américains, elle est vraiment débile. Moi, je vous parlais d'1 mètre pour les SUV en Europe, globalement. Là, vous voyez, on est sur des pick-up vraiment débilos avec des hauteurs de vue à 1m40. C'est vraiment juste... c'est vraiment une débilité. Et c'est pour ça aussi que je vous raconte encore une fois l'histoire de l'importance dans le design d'un véhicule de la longueur et de l'inclinaison du capot. Parce qu'après, vous avez beau avoir un véhicule qui est plus haut, l'angle de vision en bas, il peut être rattrapé par rapport à des véhicules qui sont hauts avec un angle de vision droit. Moi, c'est pour ça que j'aimais les monospaces. Un Renault Espace,
Encore une fois, l'angle de vision, il est évidemment bon, puisque le capot était historiquement très court et très incliné. Donc même si votre véhicule était plus haut, votre vision au moins de la route était pas entravée, quoi, par rapport à un bousin comme ça. Adrenosaur, on n'a pas montré, mais on l'a cité cette vidéo, ouais. Est-ce que la SUV électrique, ça pollue ou pas? Fraruto, ça ne pollue pas en termes d'émissions de particules fines et de gaz, mais ça pollue sur la consommation d'énergie, parce qu'encore une fois, ce sont des véhicules très très lourds et peu aérodynamiques, donc en termes d'énergie consommée, c'est très polluant, plus qu'un véhicule électrique, on va dire classique. Et puis après, il y a la construction du véhicule qui reste une empreinte inaltérable, enfin une empreinte de base, quel que soit le truc, c'est que quand tu construis un véhicule, de toute façon, tu as une empreinte écologique, ça c'est sûr. Après, à la consommation, un SUV consomme plus qu'un véhicule électrique normal, ouais, tout à fait. Oh, regardez-moi le Renault Espace 4. C'était pas mon préféré, moi j'aime bien celui-là, mais voilà. Ramenez-nous le Renault Espace, le vieux, l'ancien. Les pneus, le freinage, ça génère des particules fines. C'est vrai, les Ewoks. C'est vrai. Je veux pas ça, là. Merde. Depuis tout à l'heure, j'essaie de télécharger Sea of Thieves, ça n'avance pas. J'avais jamais vu. J'ai un problème de bande passante sur la Légion Go, je sais pas pourquoi. On va y arriver. 2 secondes, les gens, je vais ouvrir Discord aussi en parallèle. Et plus le véhicule est lourd et plus il utilise des plaquettes de frein. C'est vrai. C'est pas con. Bah, je crois que je vais jouer à... Je crois que je vais jouer à Sea of Thieves en cloud gaming. Ça va être beau. J'ai le même souci de bande passante sur la ROG. Mais pourquoi je télécharge aussi lentement sur le Légion Go? Ça me rend ouf. J'ai lancé le téléchargement de Sea of Thieves il y a 3 heures, quoi. Bref, bon. Un jour, on parlera de particules fines, hein, qui fait que c'est une pollution un peu plus discretos. Mais que ce soit les semelles de nos chaussures, les pneus des véhicules et ce qui se passe dans le métro, les particules fines, c'est un bon petit poison discretos, mais t'inquiète qu'il fait son boulot. Je fais la pub de l'espace, mais un espace K-Design ne pourra pas rentrer dans Paris. Non, mais je parle du retour de la silhouette du Renault Espace, quoi. Si vous voulez un véhicule, parce que les gens me disent oui, mais j'ai besoin d'avoir un véhicule qui est plus élevé parce que je suis grand, ou un véhicule qui est plus élevé parce que je suis petit, ou un véhicule pour emmener mes 3 enfants derrière. Bah, ramenez les fucking monospaces et puis électrifiez-les, et voilà, et faites-moi un Renault Espace électrique. Je me rappelle qu'une des premières fois que Renault a montré le Renault Scénic, le prototype du Renault Scénic dans les années 90, ils avaient envoyé du rêve parce qu'ils avaient surélevé le véhicule et entre la garde au sol et le siège des passagers, tout le truc en bas, c'était un coffre pour mettre un peu comme quand vous mettez sous vos canapés, sous vos lits, vos bagages. Et donc, le prototype du Renault Scénic à l'époque où Renault l'avait montré, c'était un monospace de moyenne taille, mais avec une capacité de chargement énorme parce qu'il avait un double plancher en fait. Donc, il était surélevé. Et ben, faites-nous pareil. Puis en fait, au lieu de mettre des bagages dedans, vous nous foutez des batteries. Et voilà, on a un véhicule électrique. Let's go! Let's go, s'il vous plaît. Ouais, si je télécharge depuis le Microsoft Store, mais j'ai essayé de télécharger des jeux sur la Légion Go et tout était lent as fuck, quoi. Sur Steam, sur Battle.net, c'était lent comme pas possible, je sais pas pourquoi. Bref. Allez, on va enchaîner parce qu'on a beaucoup parlé de ces sujets maintenant. Je voulais vous montrer un outil. On va parler d'un sujet un peu plus léger, mais un sujet que j'aime beaucoup aujourd'hui. Pas de Vision Pro, on a beaucoup trop parlé du Vision Pro. Je vais vous montrer une perceuse. Et vous me connaissez, le bricolage et moi, c'est une longue histoire d'amour toxique. Voilà. Non, je vais vous montrer un truc de ouf. Je vais vous montrer un accessoire de perceuse. Vous savez, quand vous percez, je mime le mec qui perce. Vous percez comme ça dans un mur, et souvent quand vous êtes comme moi, vous percez mal. Voilà, vous n'avez pas la bonne mèche, vous n'êtes pas dans le bon type de brique, et surtout vous percez pas droit.
Voilà, merci Sibine. J'attendais que quelqu'un dans le chat me fasse la transition. Merci pour la transition. J'ai tenu pour la peine. Pour ton téléchargement, coupe l'antivirus de Windows Defender. Alors attendez, on va aller voir ça. Je vais filmer après parce que putain, le truc n'est pas fini. Donnez-moi 2 secondes. Ça grince là, ça grince fort. C'est un antivirus qui empêcherait de télécharger à la vitesse correcte? Quelle merde ce truc, c'est pas possible. Franchement, regardez-moi le temps. Le fucking temps de téléchargement, j'attends à 5,5 mégasecondes quoi. C'est lent. C'est lent. Alors attendez, est-ce qu'il y a une... Ah, c'est là, vous voyez, c'est là où vous dites j'adore avoir un PC Windows de jeu. Il faut que j'aille chercher si j'ai un antivirus quelque part. Ça me fait chier. Je vais voir autre part. Je suis même pas à 2 mégasecondes. Moi, je suis à 3,5 mégasecondes. Ok, donc c'est pas que moi, en fait. C'est pas que moi. Si tout le monde galère chez eux, chez elles, sur le téléchargement, c'est pas que moi, on est d'accord. Ça me rend ouf. La dernière fois, j'ai voulu télécharger, je voulais des Street Fighter. Je l'ai laissé tourner toute la nuit. Et ça avait pas fini au bout de la nuit, quoi. J'étais genre... je connecte en 5G. Ouais, normalement, ouais. Je vérifie un petit peu quand même. Autre paramètre Wi-Fi. Afficher les réseaux disponibles. Ouais, je sais pas. C'est mon réseau d'habitude qui marche très bien. Qui fait télécharger vite sur mon PC, mais là non, je sais pas. Bon, bref. Je vois que je suis pas le seul à galérer sur les téléchargements. Et je vais recevoir normalement la Freebox Ultra cette semaine. On verra si ça arrange les choses. Bref, on revient à mon histoire de perceuse. Hein, on revient sur mon histoire de perceuse. J'ai découvert un accessoire incroyable pour percer droit. Donc si comme moi ou comme Sibine, vous passez votre temps à ne pas percer droit, j'ai un truc qui vous permet de percer droit. Ça s'appelle le Bullseye Core. C'est absolument incroyable. Vous allez voir. Hop. C'est un accessoire qui se met sur votre perceuse et qui va créer un laser en tournant sur lui-même. Voilà. Et en fait, lorsque vous tournez un peu de votre axe, vous allez voir les cercles ne plus devenir concentriques. C'est génial. C'est génial. Ouais, hop. Mais c'est tellement malin. C'est tellement malin en fait. Je me dis, mais pourquoi on n'a pas inventé ça avant? Voilà, ça marche sur toutes les perceuses. Ça envoie un laser, ça rotationne, ça crée un cercle. Mais c'est tellement malin. J'adore l'idée. Alors, c'est pas donné malheureusement. Parce que ça vaut 130 balles si je n'abuse. Oui, hop, ça s'arrête à la main. Vous pouvez même ne pas vous faire mal. Hop. Vous pouvez évidemment régler le type de cercle concentrique que vous avez. Et c'est trop bien. Sinon, il y a des guides pour percer droit. Bah, je sais pas, moi je connais pas les gens. Je découvre le bricolage. Hein, Wolfcraft fait ça déjà. Ah ouais? Ah bah j'étais trop content de cet adaptateur qui permettait de faire... enfin des trous tout droits. Parce que ce que j'aime bien, c'est que ils te vendent pas une perceuse connectée avec une application smartphone et qui va te compter ton nombre de pas et le nombre de planches que tu as trouvé, de la merde quoi. Non, c'est juste un putain d'accessoire qui se met juste sur la mèche de ta perceuse et let's go, on perce quoi. Le laser se fait avec l'énergie cinétique du Nexus 8H. Ah, je sais pas du tout.
Enfin, Roman, j'ai vu ton, comment dire, ton petit message. Merci à toi d'avoir pris un sub exprès pour me dire ça. Je sais pas comment je fais pour brider le téléchargement de la Légion Go. Ouais, c'est pour ça que ce genre de machine me fatigue aussi, c'est que je dois rentrer dans des réglages à la Windows dans une machine que je voudrais manipuler qu'avec un pad et ça m'embête. Bref. Le truc cool, c'est que tu peux faire la distance précise, très bien. C'est tellement malin. Vous voyez ici 130 balles les deux, donc je pense que c'est quand même pas donné. Mais voilà, pareil, je me dis, alors, apparemment ça existe déjà, je savais pas. Ça peut faire un bon cadeau si vous avez un bricoleur ou une bricoleuse dans votre entourage. J'aime bien moi l'idée que ça se met un peu partout, que ça marche facilement, que ça vous crée vos petits cercles, et voilà. Just add in the circles and go. Voilà, moi je perce très peu de trous dans la vie et je les fais même pas droit. Je sais pas s'il y a des gens qui savent les aider. Alors, guide de perçage mobile. Ah mais là c'est physique ton guide de perçage mobile là, tu dois le poser au sol là. Ouais non ça c'est galère, moi je préfère un truc comme ça moi en fait. Ça t'as pas besoin de le poser ou pas au sol en fait, c'est juste un guidage optique. Un bon bricoleur m'enverra chier si je lui ramène ça. Oui bon bah écoutez, ça peut vexer des gens mais moi je serais le genre de personne qui serait pas vexé par ce genre de cadeau. Pourquoi ne pas mettre une bulle à niveau dans la machine, dit Aubin. Bah parce que ta surface n'est pas forcément horizontale ou verticale. Si tu dois percer à 80 degrés d'une surface qui est à elle-même à 30 degrés, bah ton niveau à bulle il est un peu baisé quoi. Parce que tu vas sortir du niveau à bulle maximum et tu pourras pas savoir si tu es centré par rapport à ta surface. Là ce que j'aime bien c'est que ton alignement par rapport à ta surface, il existe quel que soit l'inclinaison de la surface elle-même en fait. Donc le mec il dit perso j'achète direct c'est dispo, ça va être efficace et hyper simple. Bah moi j'aime bien, c'est le genre de Kickstarter que j'aime bien. Donc vous voyez 120 balles les deux, 60 balles 1, c'est évidemment pas donné. Et je trouve l'idée très très maligne. Il n'y a pas de truc à tracer. Hop, on l'attache. Je me demande comment ça fait pour pas s'envoler. Comment ça fait pour s'arrêter, parce qu'on voit aussi que c'est très sécurisé, parce qu'on peut mettre un doigt et ça s'arrête en 2 secondes. Voilà, ici. Non, c'est... Écoutez, j'imagine qu'il y a peut-être un roulement à billes à l'intérieur qui fait qu'il se fait entraîner par la perceuse, mais après, il est dépendant de la perceuse et ça s'arrête très vite, quoi. Tu perces plus dans le game. Bien joué, The Scarver. Mais pourquoi en acheter 2, dit Bernardier? Bah, je pense que c'est leur manière à eux de retrouver leur marge et que s'ils en vendent qu'un seul, la marge sera pas assez haute et que ça doit coûter déjà cher. S'ils le vendent 120 balles les deux, c'est que déjà, je pense que le prix de revient doit être haut et à mon avis, ils se disent, bon, on les vend par deux, au moins ça me permet de retrouver des marges parce que 60 balles sera pas rentable, par contre 70 balles, les gens l'achèteront pas. Je sais pas, je me suis pas mis dans la peau du Kickstarter, des Kickstarteuses. Merci beaucoup. Phaelen Junior plutôt même pour ton sub. Merci beaucoup à toi. Salut Mister Naman, merci pour ton gentil message et merci pour ton mail, je l'ai lu hier soir. J'ai pas pu te répondre. Et Tsu qui dit je rêve que ça se transforme en fidget toy. Judy qui demande de faire une commande groupée via le futur Discord. Je connais une personne, je sais pas si elle est dans le chat actuellement, mais je connais une personne qui a acheté peut-être un fidget toy néo-zélandais dans la nuit d'avant-hier à hier. Bref. Ça coûte juste la rotation de l'accessoire. De retour Axel Rock. Non, il n'y a pas d'axe, c'est vraiment un bout de plastoc quoi. Là, c'est le discours, regarde, c'est comme le discours un peu Garlin, là c'est 10 années de recherche, des travaux scientifiques
publié bien sûr sur nature.com. Alors, les lasers pourraient durer 10 000 heures. Ok. Et il fonctionne avec 2 piles boutons. Ok. Là, ça a l'air tellement bête comme système. Enfin, souvent, c'est les bonnes idées, hein, les trucs qui ont l'air tout bêtes et tout simple. Hein. Arnus du Voxel qui dit ça semble dur à faire tenir sur des petites mèches. Non, mais ça tient pas sur les mèches. Ça tient sur l'adaptateur avant les mèches, si je ne m'abuse. Tu vois, tu le fixes. Tu fixes pas sur la mèche en fait, tu le fixes sur le. Où est-ce qu'on le voit là? Ça se fixe avant la mèche en fait. Je sais pas comment ça s'appelle. Le mandrin. Merci Mr. Chaps. Merci tous les bricoleurs et les bricoleuses. Ça s'ouvre sur le mandrin, voilà. Pizza emitter, ok. Donc là, vous voyez, c'est conique, donc j'imagine que c'est de plus en plus grand pour avoir une dimension différente. Ok. iSafe, blablabla. Universal Chuck Attachment Technology, le UCAT. Ah, les Américains, ils adorent. Le mandrin, c'est le chuck en américain, je savais pas.